Au Zimbabwe, l'avance du président Emmerson Mnangagwa se réduit à l'approche de la présidentielle du 30 juillet. Il est crédité de 40% des suffrages contre 37% pour l'opposant Nelson Chamisa, selon un sondage d'Afrobaromètre. Au Cameroun, 28 candidats, parmi lesquels le président sortant Paul Biya, ont déposé leur dossier à Élections Cameroun, la commission chargée de l'organisation de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et puis en Côte d'Ivoire, malgré le dynamisme de l'économie, de plus en plus d'Ivoiriens se lancent à travers désert et Méditerranée vers l'Eldorado européen. Un paradoxe ivoirien dont nous allons parler dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, l'avance du chef de l'État Emmerson Mnangagwa se réduit à l'approche de l'élection présidentielle du 30 juillet prochain, où il est crédité de 40% des suffrages contre 37% pour son principal rival, Nelson Chamisa. Ces chiffres ont été rapportés ce vendredi par un sondage d'Afrobaromètre. Le même sondage estime qu'environ 20% des électeurs sont encore indécis. Reportage. L'écart entre les principaux candidats Emmerson Mnangagwa et son rival Nelson Chamisa à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain n'est plus que de 3 points contre 11 points en mai dernier dans une enquête réalisée par le groupe Afrobaromètre. Le président sortant est crédité de 40% des suffrages contre 37% pour le leader de l'opposition. Afrobaromètre, qui estime de l'ordre du raisonnable et du possible que Nelson Chamisa l'emporte au premier tour, a également estimé à environ 20% les électeurs encore indécis. Dans ce même sondage, 4 personnes interrogées sur 10 redoutent que les résultats proclamés des élections soient incorrects et que les services de sécurité n'acceptent pas les résultats. Le sondage a été réalisé du 25 juin au 6 juillet auprès de 2400 adultes en âge de voter répartis dans les 10 provinces du pays. À quelques jours des scrutins, le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, continue de faire part de ses inquiétudes concernant la sécurité et l'impression des bulletins de vote. Mais le président Emmerson Mnangagwa rejette les accusations selon lesquelles le gouvernement contrôlerait la commission électorale. Parlons toujours élection, mais cette fois-ci au Cameroun. 28 candidats ont déposé leur dossier devant la commission chargée de l'organisation de la présidentielle du 7 octobre prochain. Ces candidats, parmi lesquels le président sortant Paul Biya, avaient jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur dossier. Ces différents dossiers seront désormais examinés avant d'être transmis au Conseil constitutionnel qui décidera de la liste définitive des candidats. Les images. Outre le président sortant Paul Biya, 2 candidats déclarés s'étaient déjà présentés à la dernière présidentielle de 2011. Il s'agit de 2 opposants, Garga Aman Adji et Adamou Ndam Njoya. 2 nouvelles figures montantes de l'opposition ont pour la première fois présenté leur candidature. Il s'agit de Joshua Ossi, investi par le Social-Démocratique Front, principal parti d'opposition, de Maurice Kamto, ancien ministre et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Akere Mouna, célèbre avocat, et de Cabral Libi, un jeune leader qui mise sur sa popularité dans les médias et sur les réseaux sociaux. Au total, 28 candidats ont déposé un dossier à Élections Cameroun, l'organisme chargé de l'organisation de l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun. Ces candidats avaient jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur dossier. Ces différents dossiers seront désormais examinés avant d'être transmis au Conseil constitutionnel qui décidera de la liste définitive de candidats. Rappelons que la présidentielle du 7 octobre se tiendra dans un contexte marqué par un conflit qui prend de plus en plus d'ampleur dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. En République centrafricaine, autorités et partenaires au développement ont organisé une table ronde, rencontre au cours de laquelle ils ont engagé une réflexion sur l'avenir des forces de défense et de sécurité du pays. Hubert Marie Djamani.
La République centrafricaine est confrontée à une situation inédite depuis son retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection du président Faustin-Archange Touadéra en mars 2016. Le pays, dont plusieurs pans du territoire sont occupés par des groupes armés, n'a pas d'armée nationale. C'est pour cette raison, c'est pour réfléchir sur la question cruciale de l'opérationnalisation de l'armée nationale et proposer des pistes de solutions qu'une table ronde sur le financement des forces de défense et de sécurité est organisée. Sans la sécurité, il est difficile de restaurer l'autorité de l'État. Cependant, point n'a besoin de souligner avec fermeté que la sécurité du territoire est une exigence régalienne pour le relèvement économique. Il s'agit de mobiliser des ressources conséquentes pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'assurer efficacement leur mission de défense de l'intégrité du territoire mise à mal par des criminels. Les défis sont immenses et la République centrafricaine a besoin de la contribution de la communauté internationale. J'interpelle les représentants des pays membres permanents du Conseil de sécurité qui sont dans la salle, le comité de sanctions, pour qu'une mensuétude soit réservée en termes de dossiers concernant la levée de l'embargo. La tension de trésorerie est persistante et la République centrafricaine, qui peine à sortir de la dernière crise de 2012-2013, n'a pas encore les moyens nécessaires pour relever les défis immenses auxquels elle est confrontée. Au Niger, la ministre française des Armées, Florence Parly, a rencontré le président Mahamadou Issoufou jeudi. Les deux personnalités se sont entretenues sur plusieurs sujets, et notamment celui concernant la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Voici les détails. C'est la 7e fois que la ministre française des Armées effectue un déplacement au Niger. Au cours de ce séjour, Florence Parly a rencontré son homologue nigérien, Kalla Moutari, et le président Mahamadou Issoufou. Au menu des échanges sur la question de la sécurité lors de la prochaine présidentielle et celle de la force conjointe du G5 Sahel, notamment son financement en vue de renforcer sa dynamique opérationnelle. La question, c'est de le rendre concret, c'est-à-dire que ce financement puisse se transformer en équipement pour la force conjointe. Donc j'ai parlé des 100 millions d'euros qui correspondent au don saoudien qui a été consenti fin décembre. Donc 6 mois plus tard, les choses maintenant sont prêtes à être enclenchées de façon très concrète avec des commandes de matériel. La sécurisation du Mali pendant l'élection présidentielle aussi mobilisera nos forces. Les tensions seront sans doute exacerbées, les risques plus nombreux. Il faudra donc dissuader ceux qui voudraient entacher le choix des urnes par le sang des hommes et réagir vite en cas d'attaque. Le Niger assure actuellement la présidence du G5 Sahel, groupe de 5 pays dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Le G5 Sahel a constitué une force militaire conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Outre son entretien avec son homologue et le président nigérien, Florence Parly doit se rendre au poste de commandement du fuseau centre de la force conjointe à Niamey. Elle doit aussi visiter les militaires français déployés dans le cadre de l'opération française Barkhane qui lutte aussi contre les groupes djihadistes. En Côte d'Ivoire, alors que l'économie apparaît comme l'une des plus dynamiques d'Afrique, de plus en plus d'Ivoiriens se lancent à travers désert et Méditerranée vers l'Eldorado européen. Le pays se positionne au 3e rang des pays d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria et la Guinée en ce qui concerne le nombre de migrants qui tentent de gagner l'Europe. Un paradoxe ivoirien que je vous propose de découvrir à travers ces images. La Côte d'Ivoire enregistre depuis 2011 une croissance moyenne annuelle de 8% et devrait rester sur un sentier de croissance autour de 7 à 7,5% ces prochaines années, selon la Banque mondiale.
Mais le niveau actuel du revenu par habitant reste cependant inférieur à celui du début des années 1980, avec un taux de pauvreté avoisinant 45% contre moins de 10% à l'aube des années 1980. Malgré la récente embellie économique, les demandeurs d'asile ivoiriens en France sont 2 fois plus nombreux en 2017 qu'en 2016. Effectivement, c'est des quartiers majoritairement, comme je l'ai dit, malinqués, où effectivement, quand vous-même vous allez voir dans ces quartiers-là, vous allez vous rendre compte que vraiment les conditions de précarité dans lesquelles ces personnes-là vivent. Et effectivement, ils se disent que ce qui les pousse vraiment à immigrer de la sorte, c'est parce qu'ils voient les parents dans des conditions vraiment difficiles. Ils se disent que pour eux, c'est vraiment un moyen vraiment de sortir et aller se chercher. Si les difficultés socio-économiques sont principalement responsables du phénomène d'émigration massive, les réseaux sociaux contribuent à amplifier le phénomène. Mais là, arrivé aujourd'hui, que nous, on voit notre ami qui s'occupe bien de leurs parents, que nous, on n'arrive pas à faire par rapport à des moyens. Donc au moins, le travail que nous faisons aujourd'hui, si ça marche, on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur parce qu'il se fait tuer. Mais si ça ne marche pas, on est obligé de donner à la mort. Parce que quand tu regardes le vieux à la maison matin, midi, soir, que tu n'arrives pas à gagner, nous donner 5 francs, tu es obligé de faire tout ce qui ne va pas sur cette terre. Quand tu regardes à Daloa ici, il n'y a pas d'infrastructures, de grandes infrastructures économiques. Donc ici, je veux dire, c'est quelque chose. Parce que les jeunes, à un moment donné, ils se disent, bon, ok, moi je vais à l'école, j'étudie, je fais bien, je passe mes concours, je fais les diplômes, mais l'aboutissement de ça, c'est le travail. Mais quand il n'a pas un centre où il doit travailler, il n'a pas d'espoir que l'État doit pouvoir mettre des politiques en place qui favorisent même l'investissement au niveau même de la région. Mais quand on regarde aujourd'hui à Daloa, tout est concentré à Abidjan. Les entreprises, Abidjan. Les usines, Abidjan. Mais alors, il faut créer un système, un mécanisme qui permet aux investisseurs de venir investir ici. Je veux dire, à Daloa. Si les investisseurs ils investissent à Daloa, les jeunes ils ont de l'espoir, ils peuvent rester ici. La Côte d'Ivoire se place au 3e rang des pays d'Afrique de l'Ouest pour le nombre de migrants qui tentent de gagner l'Europe après le Nigeria et la Guinée. Face à la crise migratoire qui ternit l'image de la première économie d'Afrique francophone, les autorités ivoiriennes ont procédé depuis 3 ans à l'évacuation de leurs ressortissants bloqués en Libye après des tentatives de traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe. L'opération a permis de ramener au pays au moins 3445 personnes. Au Bénin, le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique a été lancé hier jeudi, cofinancé par l'Union européenne. Ce projet a pour objectif de soutenir la démocratie représentative et le pluralisme politique à travers le renforcement du rôle des femmes au sein des partis politiques. Le point à travers cet élément. La jante féminine est presque inexistante dans les grandes instances de décision au Bénin. Seulement 17% de femmes occupent une place au sein du gouvernement, 8% sont membres du Parlement et seulement 3,8% sont à la tête des communes au Bénin. Des statistiques peu reluisantes auxquelles veut remédier le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin. L'action contribuera à créer un environnement culturel et juridique plus favorable aux femmes et à bâtir des structures inclusives permettant d'accroître l'implication et l'influence des femmes au sein des partis politiques béninois et marocains. Nous allons essayer pendant 3 ans de répondre à la problématique de faible représentativité des femmes au niveau des postes décisionnels. Le premier résultat, c'est vraiment le fait de sensibiliser les dirigeants et les leaders des partis politiques de l'importance du rôle de la femme, pour ensuite passer à l'accompagnement de ces femmes à travers des sessions de formation et d'accompagnement. On va essayer de créer un réseau afin de créer une sorte de lobbying pour renforcer l'influence de la femme au sein du gouvernement au Maroc et au Bénin.
Étalé sur 3 ans de 2018 à 2021, le programme cible les jeunes femmes membres des partis politiques, des femmes intéressées par la politique, des femmes et des hommes occupant des postes de responsabilité au sein des partis politiques au Maroc et au Bénin. Le projet Engageons-nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin accorde une importance particulière à la question d'égalité pour développer la position des femmes dans la sphère politique. Il a été lancé à Rabat le 25 mai dernier. Dans son cadre, sont programmées des réunions, des ateliers, des conférences débats et des visites d'échange en vue de renforcer les capacités des femmes en la matière et sensibiliser à l'égalité des sexes ainsi qu'à l'autonomisation des jeunes femmes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.